ce soir, bien sûr, comme d'habitude, nous avons une artiste qui est Anouchka Dana, dont vous voyez les œuvres ici au milieu, qui va faire ses portes ouvertes le 11 et 12 mars avec une rencontre autour de la femme est-elle exactement est-elle l'avenir de l'homme. Alors on va passer à Auria, qu'on a le plaisir de recevoir ce soir pour ce livre étonnant, Face à la destruction, psychanalyse en temps de guerre. Alors c'est Jean-Jacques qui a la gentillesse ce soir d'introduire le débat, mais je voulais juste dire quelques mots d'accueil et te dire que vraiment ton livre c'est un coup de poignard. C'est un livre, je dois dire que j'ai dû à certains moments arrêter, surtout à partir de la page, les 50 dernières pages, j'ai dû quand même faire des haltes avant de poursuivre. Alors, j'ai envie de dire que, bien sûr, on a vu nous aussi des images, tu parles de tout ce que toi tu as vu, qui est bien sûr certainement supérieur, mais on a tous forcément vu des images et on est au courant un peu de tout ce qui s'est passé politiquement en Syrie, mais je trouve probablement que toi, c'est la force de ton écriture qui fait que tu fais entendre quelque chose de cette horreur encore plus fort. Et je pense que c'est vraiment la force de ton écriture qui fait cet effet foudroyant, parce que c'est vraiment foudroyant. Et en plus, vraiment, il y a ces deux parties à la fois. À la fois, tu nous enseignes, parce qu'on ne connaît pas très bien tout ce qui s'est tramé politiquement autour de la Syrie, de la guerre. Et je trouve que tu le fais avec beaucoup de nuances aussi. Bien sûr, tu dis bien quand même comment ça s'est joué, et l'Empire ottoman, bien sûr. Toute l'origine de tout ça, et je trouve que c'est très enseignant pour nous de nous rappeler un peu l'histoire et bien sûr la psychanalyse. Et là, bien sûr, on imagine bien que tu as la délicatesse de rappeler qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans le cadre de l'analyse quand on est aux prises avec des gens qui ont subi de tels traumatismes. Voilà, bon, écoute, on ne peut que te remercier avec la difficulté qu'on a eue quand même à certains moments. C'était vraiment quand on touche à l'horreur et avec des aspects que je ne connaissais pas, comme le cannibalisme. Merci Delia de m'avoir invité. Merci à vous tous d'être présents. Bien. La parole à eh bien voilà, moi, je vais essayer de vous faire parler, mais je pense que c'est pas vraiment la peine d'essayer, ça parlera tout seul. Mais voilà, je vais essayer de dire comment moi j'ai perçu le livre, hein, comment je l'ai reçu, comment j'ai essayé de le lire et comment je peux essayer d'en rapporter quelque chose. Alors effectivement, bon, c'est presque un lieu commun de dire qu'il nous perfore, hein, il nous sidère souvent, il raconte, enfin, on peut penser qu'il nous raconte ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans la Syrie je dirais des 15 dernières années, en gros. Hein, il s'arrête un petit peu avant les événements les plus récents, il s'arrête avant d'autres guerres. Hein, en particulier, il s'arrête avant la guerre en Ukraine, qui réactive finalement l'interrogation. Hein. Est-ce que la destruction, elle est si cantonnée, hein, et on verra que dans le livre, ce n'est pas le cas, si elle est cantonnée au cas syrien. Mais le cas syrien est un cas particulier, hein, en ce sens qu'il vous touche personnellement, qu'il vous engage et qu'il offre une possibilité de travailler de façon assez complexe. Moi, je l'ai pris comme un livre de témoignage. C'est certainement un livre de témoignage, mais je dirais pas un témoignage au sens d'un documentaire. C'est pas un livre document, c'est pas un livre qui raconte simplement. C'est un livre qui témoigne d'abord de votre engagement, et puis c'est un livre qui témoigne de la question que
cette situation pose à la clinique analytique. C'est pour moi, en tout cas dans ce cénacle ici, hein, la question centrale qui m'intéresse, qui me motive. Et pour autant, il faut tout lire pour pouvoir effectivement aborder cette question de la clinique et de la pratique. Hein. Il ne suffit pas de dire c'est dur, c'est douloureux, c'est compliqué, c'est sidérant, etc. Il faut effectivement trouver un dispositif. Oui. Il faut trouver un dispositif pour accueillir et faire quelque chose. Alors, je pense que c'est ça, le point qui pour moi est le plus intéressant, c'est en quoi toutes ces descriptions dont on va parler, hein, toutes ces références sont utiles, non pas seulement pour témoigner et pour dire « voyez ce qui se passe », mais pour expliquer ce qui se passe pour vous. Oui. Ce qui se passe pour vous quand vous êtes en situation de recevoir des patients dans votre cabinet. Voilà, donc on va avoir, moi j'ai identifié à peu près quatre thèmes. Hein. Bah, le premier thème, c'est, je dirais, c'est ce que j'appellerais chaos et barbarie. Hein. Chaos et barbarie, c'est effectivement la description, qui n'est pas au début, hein, c'est, comme on l'a dit, c'est plutôt dans les 50 dernières pages qu'on va trouver ça, mais la description de ce que sont les horreurs de la guerre, et en particulier les horreurs de la guerre en Syrie. C'est par exemple le viol des femmes comme arme de guerre. Hein, c'est la situation faite aux femmes, la destruction du maternel, la destruction du féminin. Il y a des passages terribles, hein, il y a des passages éprouvants. Moi qui ne suis qu'un homme, je suis éprouvé par cette description. Il y a, je vais aller vite, hein. Il y a donc les femmes, le viol des femmes. Pardon ? Je dis prenez votre temps. Oui, mais quand même, c'est vous qui allez parler. Et puis il y a la question des enfants. Oui. La question des enfants. Alors il y a deux approches que vous donnez. Hein. Il y a les lionceaux du califat. C'est-à-dire tous ces enfants enlevés, endoctrinés, terrorisés, vendus, achetés, utilisés comme objets sexuels, condamnés à devenir des meurtriers. Hein, les enfants meurtriers. Dans un dispositif, dans un scénario très organisé. Moi, j'ai été frappé par l'organisation de la fabrique des lionceaux du califat. Mais vous parlez d'une autre situation, c'est celle des enfants soldats du Libéria. Oui. Hein ? Oui, oui. Donc, vous voyez, on n'est pas seulement dans le cas syrien, où on peut dire, effectivement, on a les images, on a les vidéos de propagande, on a les documentaires, on a des récits, on a des choses comme ça. Il y a aussi Papa le Bon, hein, au Libéria, et sa troupe, son armée d'enfants soldats qui sont là pour survivre, hein, qui sont employés à survivre pour le caprice ou pour la satisfaction d'un voyou, que vous l'appelez un voyou, je crois, quelque chose comme ça, hein, et qui sont effectivement fabriqués pour être complètement dénués de tout sentiment d'humanité et qui pillent pour survivre. Mais il y a à la fois l'impact de ce que vous dites de ces enfants, mais il y a aussi quelque chose qui, moi, m'a beaucoup frappé, c'est ce que ça fait, je dirais, sur le terrain, dans l'espace, etc. Ce que ça fait dans la disparition des cadavres. Oui. Hein, les cadavres qui sont abandonnés, alors c'est vrai d'une part en Syrie, mais c'est encore plus vrai au Libéria, les cadavres qui sont abandonnés comme ça et qui sont finalement dévorés par les fourmis tueuses, hein, qui finissent par devenir de l'humus. Hein. Voilà, c'est ça l'histoire. Hein, c'est hallucinant, hein, comme situation, comme description.
Il y a, c'est ce que j'allais dire, c'était la dévoration. Dans la dévoration, il y a de la dévoration aussi dans les descriptions que vous faites de Daesh. Moi, j'avais vu, on a tous vu ces histoires d'aviateurs brûlés dans des... Voilà. Mais la consommation du foie de l'ennemi, je n'avais pas vu. Quand même, il y a quelque chose comme ça, dans effectivement la transgression du troisième grand interdit. Freud rappelle les trois interdits que sont l'inceste, le meurtre et le cannibalisme. Tous les trois sont transgressés. Et puis vous évoquez encore, toujours dans cette histoire chaos et barbarie, vous évoquez la question des migrants, de ceux qui traversent la Méditerranée, qui s'y perdent souvent, le cimetière marin, mais qui, arrivés en Europe, se trouvent confrontés à un autre type de barbarie. Se trouvent confrontés à l'inhumanité du système, de l'administration, etc. Ceux à qui on demande de redire leur histoire, et de la dire de façon suffisamment précise pour qu'on puisse la considérer qu'elle est vraie. Il y a un effet de doute sur la vérité. Il y a un effet de... Votre récit, quel est-il? Que dit-il? Je vais clore ce rappel de ce que vous dites sur chaos et barbarie en rappelant que le mot barbare, c'est celui qui parle la langue de l'autre. C'est ça l'origine du mot barbare, c'est la langue qu'on ne comprend pas. Et c'est, pour moi, un poids très fort sur cette question de la langue. Vous allez en parler tout à l'heure à propos de la clinique en particulier. Mais là, on est devant quelque chose qui est de l'ordre non seulement de la rupture de la civilisation, de la destruction de la civilisation, mais aussi on a cet effet de rupture de la langue. Je fais une petite incise là, pour parler effectivement, on va peut-être y venir dans l'analyse de ce que c'est que la langue du califat, on va dire ça. Une petite incise pour dire, j'ai lu ça, je crois, dans L'humain des humains, de Pierre Fédida, qui rappelle que les commandos de la mort, ils sont des zondeurs, commandos. Zondeurs. Spéciales. Commandos spéciaux. Aujourd'hui, on a une opération spéciale. Et donc le détournement de la langue est aussi un peu au cœur de la réflexion et de l'analyse. Et voilà, il va nous amener à penser la question de la clinique aussi. Alors ça, c'était mon premier thème, chaos et barbarie. Bon. Alors mon deuxième thème, c'est finalement un peu tout le début du livre, c'est-à-dire un peu l'analyse politico-historique, sociologique, etc. Enfin, comment expliquer finalement la radicalité. Alors on a dit le radicalisme, mais j'allais dire la radicalité de l'islam, la radicalité dans l'islam et par l'islam. Il y a plusieurs façons d'aborder cette question de la radicalité, du retour à la racine, etc. Voilà, un terme comme ça, moi je le dis dans et par. Dans l'islam, c'est-à-dire que ce n'est pas tout l'islam, et par l'islam, car l'islam est utilisé comme un dispositif de radicalisation. C'est ce que j'ai un peu compris de ce que vous nous dites. Là, vous convoquez pas mal d'auteurs, pas mal de lectures, et puis vous convoquez bien sûr l'énorme travail que vous avez fait avec Adonis. Violence en islam, dont vous êtes co-autrice, et puis, je dirais, toute la réflexion d'Adonis, dont vous avez traduit l'œuvre, et qui est un ouvrage extrêmement important. Je note en particulier comme point la question du préjudice, la notion de préjudice. Vous rappelez que dans les analyses de la radicalisation, Paul Laurent Assoun rappelle ce que Freud finalement nous a appris
dans son texte célèbre, c'est le préjudice, hein, comme source de la vengeance, comme source de la revanche, comme source aussi de l'exceptionnalité. Hein, le ressenti du préjudice qui fait du préjudicié quelqu'un à part, hein, quelqu'un qui je dirais, surplombe, hein, qui devient grand, hein, par réaction. Et le préjudice, il est à la fois de l'ordre du ressenti individuel, on va dire subjectif, hein, et on en trouve effectivement partout, des gens qui peuvent se dire préjudiciés. Hein, il y a des raisons, il y a des situations, etc. Mais c'est aussi un élément de, je dirais, de l'analyse socio-historique, hein, à la fois dans la situation subie par les pays arabes du fait de la colonisation, par exemple. Donc il y a un effet, je dirais, du préjudice collectif qui joue là. Et donc on est dans une articulation entre du préjudice subjectif et du préjudice du collectif. Et puis il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'impossibilité d'arrêter la répétition du chaos originel dans l'islam. Oui. Hein, le chaos originel, c'est-à-dire la lutte des frères, hein, la rivalité entre les héritiers du prophète, qui ébauche, hein, une guerre interne qui ne s'arrête pas. Et enfin, dans cette analyse-là, vous sortez aussi, vous dites aussi ce qu'il en est de ce qui a été mis en avant par Freud dans Moïse et le monothéisme, repris par Paul-Laurent Hassoun, qui est la question de l'absence du meurtre du fondateur. À la différence du judaïsme, à la différence des autres monothéismes, on va dire, le fondateur n'est pas sacrifié. Il n'est pas l'objet du meurtre par les fils. Cette situation sur laquelle vous allez revenir, je pense, cet état de choses, cet état de fait finalement du prophète et de ses affidés des gens qui sont encore psychiquement vivants. Vivant dans l'inconscient collectif, on va dire, si on peut employer ce terme, dans l'inconscient collectif de l'islam, et qui, finalement, ne peuvent qu'être révérés, et la culpabilité n'arrive pas. Hein, la formation de la culpabilité, telle que Freud l'explique dans Totem et Tabou, ne se fait pas. Voilà, ça c'était le deuxième grand thème, je crois, qui apparaît dans ce que vous avez écrit. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je vais dire que mon troisième thème, c'est le défi clinique. Hein, le défi clinique, c'est comment on fait. Hein, qu'est-ce qui se passe. Alors, vous soulevez plusieurs questions très très importantes. Vous soulevez la question de la neutralité. À un moment, d'ailleurs, vous dites même que l'orthodoxie ne marche pas. Le terme d'orthodoxie, bon, il est peut-être de trop, là, mais bon. Voilà. La question, c'est comment on fait, parce que, et bien évidemment, hein, vous êtes, comme nous, sous l'effet de sidération, hein, et sous, je dirais, le vécu, hein, des images, des sons, des récits, etc., dans lesquels les récits des patients, finalement, trouvent quelque chose qui leur donne une chair, un arrière-plan qu'il faut arriver à imaginer, qu'il faut arriver à fabriquer. Vous citez un cas extraordinaire, le cas de cette supervision que vous avez fait en Syrie, c'était avant le déclenchement de la guerre en Syrie, à propos précisément du cas d'une femme violée qui s'appelle Malika dans le livre, hein, et dans lequel vous étonnez, même plus que ça, vous stigmatisez l'interprétation donnée par un confrère qui renvoie, qui fait une référence métaphorique à Amphitryon. Alors,
vous le citez finalement, j'ai supposé que ça vous avait fait énormément d'effet. Voilà. Donc, voilà, il faut arriver à en parler. Et puis, après, je pense que ce qui est très très bien dans ce livre, c'est tout ce que vous apportez comme nuance, je vais dire comme pudeur, dans la présentation, je ne dirais pas des cas, dans la présentation des paroles des patients, dans la présentation des patients eux-mêmes. Je trouve que c'est d'une grande pudeur. Et la force du livre tient, je crois, aussi beaucoup au contraste entre la crudité et la pudeur. La crudité de ce que j'ai rappelé tout à l'heure et la pudeur de l'accueil des patients dont vous nous parlez. Vous faites une référence très très forte à l'enseignement de Pierre Fédida. Ça m'a donné l'occasion de relire certains de ses textes et je trouve qu'effectivement c'est très très riche et très parlant dans le cas que vous citez. Voilà. Donc je voulais vous dire voilà comment j'ai lu ça, tout ce que j'en ai tiré. Et que... Il ne me reste pas grand-chose à dire. Bah si, vous allez pouvoir commencer juste. Je vous ai juste chauffé là. Il faudrait simplement que je dise que, donc c'est vrai que je l'ai dit dans l'introduction, en fait, j'allais souvent en Syrie. Il y a un groupe de psychanalystes syriens qui s'est formé, on va dire, en marge de la société syrienne, parce que la Syrie avait des grands rapports avec l'ex-Union soviétique. Et donc les études de psychologie sont vraiment ces psychologies cognitives, behaviorisme, etc. Mais il n'y a pas de psychanalyse. Et donc j'ai rencontré une femme qui est maintenant ici à Paris, dans un congrès à Beyrouth, qui était le premier congrès de psychanalyse de langue arabe. Donc je l'ai rencontrée en 2004. Elle m'a invitée à faire une conférence en Syrie, donc je suis allée dès l'année d'après, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec les Syriens. Et alors, il y a quelque chose que je dois dire, je crois que ça tenait aussi à ça. C'est-à-dire quand je suis au Maroc, je sais que c'est un pays vraiment d'une grande culture, etc., mais ce n'est pas comme l'Égypte ou la Syrie ou l'Irak. Ce sont vraiment des pays qui ont une histoire. Et donc, j'avais vraiment la conscience que c'était un pays qui a une histoire. Donc, parce que, d'abord, c'est la première monarchie dans le monde musulman. Il y avait les Omeyyades. Et Damas était, il me semble, la plus vieille capitale du monde arabe. Donc, il y avait quelque chose comme ça. Mais outre cela, quand on allait en Syrie comme ça à tour de rôle, mais là je parle de moi, parce qu'au bout d'un moment, il y a beaucoup d'analystes qui commençaient à aller en Syrie, mais moi j'allais j'allais jusqu'à 3-4 fois par an, et je restais à chaque fois 2 jours, soit on fait des conférences, soit des supervisions, soit, et en plus ils aimaient beaucoup Ibn Arabi, alors moi c'était mon bien-aimé, donc je parlais d'Ibn Arabi et après je faisais une conférence sur soit la psychose, soit la perversion, soit la question du miroir et j'essayais de voir comment aller de Ibn Arabi à la psychose. Enfin, et donc vraiment c'était un immense bonheur, mais ce qui était particulier, c'est que comme les Syriens étaient plutôt des anglophones, il fallait que je m'exerce pour parler de la psychanalyse en arabe. Et ça c'était vraiment une gageure. Et là, j'avais senti petit à petit qu'il y avait une psychanalyse qui émergeait du sol syrien. Alors qu'au Maroc, par exemple, en Algérie, en Tunisie, dans les pays du Maghreb, maintenant l'Algérie moins francophone qu'avant, mais dans les pays du Maghreb, quand on téléphone à un psychanalyste, on lui parle directement en français. Parce que ce sont des anciens psychiatres qui sont devenus des psychanalystes, qui ont étudié en France, et les Maghrébins, et surtout au Maroc, font leurs analyses en français. Et donc là, il y avait quelque chose
qui commençait vraiment à émerger comme questionnement chez moi. Et déjà, je m'occupais de la traduction. Et alors, cette question de la langue était vraiment extrêmement importante. D'abord, entendre de la clinique en arabe. Et on sait à quoi, enfin, nous, on sait le poids du mot. Et donc, c'était extrêmement important. Et donc, c'est comme ça que ça a pris petit à petit. Et donc, je voyais le souk, il y a toute une sensorialité, il y a les odeurs, il y a les couleurs. Puis il y a cette mosquée de Umayyad, enfin, la mosquée de Umayyad, c'est un chef-d'œuvre. Pourquoi? Parce que, comme la plupart des mosquées, c'est sur une église byzantine. Donc, la plupart des mosquées sont des églises. Et donc, on se trouve dans une église avec dès l'entrée la tête de Hussein, c'est-à-dire le premier martyr qui a donné naissance au chiisme là, et le Saladin des croisades qui a permis aux Juifs de retourner à Jérusalem, là, les deux en même temps. Et quand on rentre, il y a une lumière verte extraordinaire qui illumine la tête de Jean-Baptiste. Donc il y a la tombe de Jean-Baptiste à l'intérieur. Et là, il y a une pluralité, vraiment. Même moi, la plus athée des athées, la mécréante, je ne sais pas si c'est enregistré, oui. Donc là, je sentais qu'il y avait une spiritualité plurielle dont vraiment, et ce que j'ai vu de mes propres yeux, des juifs qui vont rendre hommage à Saladin, des chiites qui vont se recueillir sur la tête, là, devant la tête de Hussein, et des chrétiens qui rentrent pour saluer Jean-Baptiste. Dans une mosquée où normalement, classiquement, traditionnellement, religieusement, on n'a pas le droit, quand on n'est pas musulman, d'aller dans une mosquée. Et là, tout le monde entrait dans cette mosquée. Donc il y avait quand même quelque chose qui était propre à la Syrie. Et pendant le mois de Ramadan, quand j'allais pendant le mois de Ramadan, là, les psychanalystes étaient là, ils prenaient leur bière, leur vin rouge. Et comme c'est une société, on va dire, plurielle, donc chrétiens, musulmans, et puis musulmans chiites, sunnites, et puis il y a aussi d'autres, et bien la question ne se posait pas. C'est-à-dire qu'un serveur va vous servir le vin sans vous poser la question, ce qui est par exemple strictement interdit au Maroc, en Tunisie, en Algérie, etc. Donc il y avait quand même une spécificité de la société syrienne. Et lorsque le soulèvement a commencé, les analystes commençaient à affluer en France. Donc ceux qui nous recevaient là-bas donc devenaient des exilés. Et là, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement très très dur. Mais ce livre-là, pour parler du livre, en fait, je l'ai écrit pendant le confinement. Mais avant ce livre-là, j'avais déjà écrit différemment sur... c'était pas sur la Syrie, mais ce qui a donné naissance à ce livre, Les femmes du prophète, de 2016, c'est vraiment l'image des femmes kurdes yazidites prises par Daesh pour être vendues. Et là, il y a deux choses qui m'ont choquée. Premièrement, il n'y avait aucun soulèvement dans le monde arabe déjà, pour dire ce sont des Syriennes, parce que c'était des Kurdes yazidites, donc ni arabes ni musulmanes. Donc moi, j'étais plus que révoltée, j'étais indignée. Et deuxièmement, alors ce qui se passait pour moi aussi, parce que j'aimais beaucoup voyager dans le monde arabe, et à chaque fois que j'allais dans un pays, en Jordanie, en Égypte, au Liban, etc., j'achetais des livres, sans savoir qu'un jour j'allais écrire sur les femmes du prophète. Je voyais des livres comme ça, j'ai dit, bon, je prends, je regardais comme ça, c'est des fables en fait, parce qu'il n'y a pas encore de science historique dans le monde arabe. On manque cruellement d'une science historique, et c'est pour ça que dans les femmes du prophète, je dis qu'il faut transformer l'histoire légende en histoire travail. Et donc, quand j'ai vu ces femmes prises par Daesh
pour être vendu, je me suis dit, mais c'est du déjà vu. J'ai déjà vu ça quelque part. C'est-à-dire, j'ai lu ces histoires-là. Et c'était le moment de la fondation islamique. C'est ce que Mahomet faisait. Et donc, là, moi, je ne prends pas les questions dans l'ordre. Hein, j'associe librement. Et donc, je me dis, mais là, on assiste à une répétition de ce qui s'est vraiment passé au moment de la fondation musulmane. Et donc, j'ai écrit les femmes du prophète, des femmes de Quraysh, donc la tribu de Mahomet, mais en même temps des femmes des tribus rivales, donc juives, et puis des femmes chrétiennes, et je les ai fait parler. Donc j'ai parlé à leur place. Alors tout à l'heure, la question m'a été posée. En fait, je ne m'appuie que sur des sources. Et ça, c'est une vraie question pour nous. Une vraie question, c'est-à-dire qu'on n'a accès qu'à ce qui nous a été transmis par écrit ou par voie orale. Et donc, ce sont des récits qui ont été consignés, qui constituent la mémoire collective, et donc c'est ça, mon héritage. C'est pour ça que je termine mon livre en disant « J'ai un lourd héritage et une soif de liberté ». Donc ce livre-là, j'ai appris qu'il a été réédité pour la 3e fois. Donc et là, il va sortir en italien en septembre. Mais en tout cas, c'était, je veux dire, il a été inspiré par ces images de ces femmes prises par Daesh. Alors ça, c'est la question le cas de la Syrie. C'est vrai que lorsqu'on est en Égypte et en Syrie, quand on entend l'Euphrate, le Tigre, le Nil, là je viens de finir la traduction d'un conte, c'est vrai que ce sont des fleuves mythiques. À un moment donné, ça devient même mystique. Plus que, donc c'est pas le Nil de tous les jours, c'est vraiment, c'est Hérodote, c'est les pharaons, c'est tout ça. C'est le Nil dans l'Ancien Testament. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec. Je suis désolée, sous le pont Mirabeau coule la Seine. C'est une autre dimension. Et donc, je disais qu'il y a cette particularité-là de la Syrie. Et effectivement, mon livre, c'est un témoignage. Le témoignage des passions, mais mon témoignage à moi, non seulement comment j'ai vécu la guerre, qui n'est pas d'ailleurs finie, elle est vraiment loin d'être terminée, je continue à recevoir des passions, et je ne parle pas des cas, parce que je trouvais que c'était très, très coûteux sur le plan psychique, aussi des passions qui sont en Turquie et en Allemagne, hein, donc que j'ai aussi comme passion. Et donc c'est vraiment un témoignage, donc je reviendrai sur cette question à la fin, de comment j'ai fabriqué, comme je le dis au début, avec force, mais avec toutes mes failles, toute ma fragilité, mes doutes. Quand je recevais ces passions, et je sentais à un moment donné, je disais, mais vraiment, la nausée. C'était, là je pensais à André Green, qu'il a écrit dans un article, très 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 bon article, sur un mal qui peut être analysable et un autre qui est inanalysable. Il faisait référence à la Shoah. Et donc j'avais l'impression que j'étais remplie à un moment donné de tout ce mauvais et mon corps devenait lourd. Donc c'est même corporellement que je ressentais les choses. Donc il y a ce témoignage-là, donc de la clinique sur laquelle je vais revenir, et comment inventer un dispositif. Et ce que je dois dire aussi, ça c'est quelque chose qui m'a énormément fait réfléchir et qui m'a rendu quand même perplexe, à savoir que je cherchais un superviseur à Paris et j'en ai pas trouvé. Oui. Quelqu'un qui comprenne vraiment tout l'enjeu politique, géopolitique, économique, stratégique de la guerre en Syrie, et en même temps qui est capable de voir comment vraiment je peine aussi dans cette clinique.
Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement importante. Alors, si je suis là, par contre, le schéma, il y a en effet une partie, on va dire, qui est le rappel historique. Et dans ce rappel historique, ce qui m'a semblé extrêmement important, c'est effectivement, enfin, je me dis, les sciences humaines, c'est une recherche. Il n'y a pas de vérité absolue. Et il n'y a pas de vérité absolue. 1 plus 1, comme disait Jean-Pierre Vernant, donne 3. C'est ça, les sciences humaines. C'est la scène primitive. Donc, ce n'est pas le 1 plus 1 qui donne 2 des mathématiciens. Mais il y a des termes qui ont commencé à devenir calvaudés comme ça, comme la fitna ou la grande discorde, dont parlait beaucoup Gilles Kepel. Il m'a semblé important quand même de revenir sur certains vocables et de recontextualiser. C'est-à-dire donc de mettre un concept dans son histoire. Fitna, la grande discorde, donc ce qui s'est passé au début du califat, je ne parle pas du califat omeyyade, c'est-à-dire les 4 premiers califes de l'islam. Et donc c'est une histoire de pouvoir, de capitalisme déjà, et non de religion. Et ce que les gens ne savent pas, Alawardi l'a bien, dans les derniers jours de Mohammed, elle revient sur cette histoire-là, à savoir que lorsque Mahomet est mort, on l'a oublié. Et on l'a oublié, et on est resté à ce... le conflit était tellement important autour du pouvoir, autour de qui va régner, qu'on a oublié le prophète. Et un jour, ils se sont rendus compte qu'il est toujours là parce qu'il y a l'odeur du cadavre qui commence vraiment à envahir les lieux. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'on était tellement occupé à prendre le pouvoir aux Ansar, c'est-à-dire ceux qui ont accueilli Mahomet à Médine. C'est-à-dire, il était un migrant, et c'est important cette question. Il était un migrant parce qu'il était menacé, dit-on, par pas simplement les Juifs, pas du tout, mais de sa propre famille, de Quraysh, donc la tribu à laquelle il appartenait, parce que c'était des polythéistes. Et donc, il a émigré à Médine, et ce qui s'est joué à Saqifa, c'est un lieu, donc on en parle effectivement avec Adonis dans Violence et Islam, est inouï parce qu'on a écarté ceux qui ont accueilli Mahomet pour garder le pouvoir au sein de la tribu de Mahomet. Et donc, c'était vraiment, j'allais dire, la première traîtrise dans l'islam, et ça a donné après des guerres infinies. Et Al-Fitna, c'est ça la grande discorde en fait. Et Gilles Kepel, quand il parle des enfants des banlieues, il appelle ça Al-Fitna. C'est autre chose, c'est vraiment, historiquement c'est autre chose, de point de vue de l'événement c'est autre chose. Quand on parle, les enjeux aujourd'hui stratégiques, politiques, ce qu'il faut dire aussi c'est qu'on a découvert le gaz en Syrie juste avant le début de la guerre en Syrie et qu'il y avait un contrat entre Poutine et Bachar autour du gaz. Donc c'est des enjeux stratégiques, politiques, économiques qui sont extrêmement complexes et donc qui me font dire, mais recontextualisons, ça n'a rien à voir avec la grande discorde qui était au sein de l'islam, enfin les premières années de l'islam, autour du pouvoir. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a paru important. L'autre, c'est ce qui m'a... Mais ça, c'est vraiment comment dire, la simplification des médias. Les médias ont maintenant l'art de cultiver le réductionnisme et la simplification à outrance. Ils disent, par exemple, les jeunes Français qui vont faire la hijra. La hijra, c'est-à-dire l'immigration. Eh bien, ce terme mérite quand même qu'on s'y arrête,
Parce que la hijra, c'est ce que j'ai raconté, c'est lorsque Mahomet était menacé, il a préféré quitter la Mecque pour Médine. Et moi, ça me fait penser à cette phrase de Ibn Arabi qu'il dit au sujet de Moïse, quand Moïse a tué le Samaritain et qu'il s'est sauvé. Ibn Arabi dit, il a fui, non pas peur de la mort, mais par amour de la vie. Et je trouve que c'est une phrase formidable. Et donc, Mahomet a quitté la Mecque pour Médine. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. À l'époque, les gens qui avaient, on va dire, leur foi ou un début de croyance étaient menacés parce que c'était une guerre entre polythéistes, d'abord avant la guerre avec les Juifs. C'était la guerre avec les polythéistes. Aujourd'hui, il y a un droit de croyance en France et partout dans le monde qui permet à chacun de croire en ce qu'il veut sans qu'il soit attaqué. Premièrement. Deuxièmement, la Syrie n'est pas la terre sacrée. Donc, vous voyez, et on commence à donner des vocables qui témoignent d'un grand anachronisme. Et donc, il faudrait resituer ça, il faudrait vraiment être plus rigoureux. Et la question de la radicalisation en fait partie, parce qu'en arabe on dit at-tatarruf ad-dini, c'est-à-dire l'extrémisme religieux. Parce qu'il y a un autre extrémisme politique qui n'est pas toujours religieux. Donc en arabe on fait bien la différence entre un extrémisme et l'extrémisme religieux. Donc il y a cette partie-là, on va dire, qui a été, qui embrassait, on va dire, ces questions-là de la radicalisation ou ce qu'on appelle le djihad. Alors le djihad, c'est la guerre sainte. Ça aussi, c'est un anachronisme. Il n'y a pas aujourd'hui lieu de faire le djihad. Non, c'est important de dire que c'est des mots qui ont été détournés de leur et qui ont été utilisés pas comme ils devraient. La seconde partie, c'est une partie plus clinique, je dirais. Et dans cette partie clinique, il y a effectivement l'image. C'est vrai que là, on avait droit à l'image. On avait accès à l'image. Et quand on est arabe, donc on a aussi sur les réseaux sociaux ce que les autres ne voient pas. Par exemple, les prix des petites filles et des femmes. Chacune a un prix. La plus petite est la plus chère et la vieille est moins chère. Donc on avait ça. On avait par exemple, moi j'ai vu des vidéos mais vraiment terribles, des soldats russes qui tuent les rebelles syriens, qui les maltraitent, etc. Donc Poutine aussi était extrêmement présent en Syrie. On n'en parlait pas beaucoup à l'époque. Il a fallu qu'il y ait la guerre en Ukraine pour qu'on commence à parler de Poutine, qui était extrêmement présent en même temps que l'Iran. Donc c'est vraiment... Et donc il y a cette question de l'image qui est très importante. Mais pourquoi aussi c'est important, cette question de l'image? C'est parce que c'est comme pour le petit garçon Ilan Al-Kurdi, enfin le petit garçon qu'on a trouvé sur la plage en Turquie. Ben, avant même, c'est ça le contraire de ce qui se passe pour nous classiquement, à savoir qu'il y a un patient et qui vient parler d'un trauma, de sa vie, etc. Or là, j'avais vu l'image avant que les patients n'en parlent. Donc, c'est vrai qu'il y a un court-circuit à un moment donné. Et puis, il y a la question de la neutralité. En effet, je ne pouvais pas être neutre. Ça, c'est vraiment... je me dis, mais comment être neutre avec des gens qui ont côtoyé la ruine, le désastre, je ne trouve pas d'autres mots. Enfin, vraiment, la destructivité, la cruauté, sous toutes ses formes. Et donc, le premier cas, là, vraiment, j'ai beaucoup hésité. Parce que j'ai des patientes syriennes qui ont été violées. Mais j'ai préféré ne pas en parler. Pourquoi? Parce que les Syriens se connaissent tous à Paris. Et je me suis dit, alors là, effectivement, c'est avec beaucoup de pudeur,
que des phrases, mais qui peuvent être dites par beaucoup. Je souhaite oublier, enfin être frappé d'amnésie pour oublier ce qui s'est passé, la question des odeurs qui les poursuit, les fosses communes quand ils en parlent. Quand mes parents vont mourir, si mes parents viennent à mourir, qui va les enterrer? Enfin, des choses comme ça extrêmement lourdes. Mais je me suis dit, je vais parler non pas du cas d'une femme syrienne violée, mais d'une femme syrienne analyste qui était terrorisée, parce que c'était une situation en miroir, terrorisée par la femme irakienne qui arrivait en Syrie pour avoir des séances de suivi, de thérapie, après un viol. Et alors l'histoire, parce que je ne raconte pas, c'est qu'en fait elle était chiite, cette femme, et elle a été violée par un sunnite en Irak. Et donc le Danemark, enfin la Croix-Rouge danoise, a contribué à ce que des personnes irakiennes aillent en Syrie, donc pour se faire soigner, pour avoir des séances de thérapie, etc. Et donc l'analyste syrienne racontait le cas, et elle était terrorisée parce qu'elle disait « mais ça peut nous arriver, à nous aussi ». Et donc ça l'empêchait de travailler. Et donc lorsqu'elle a exposé ce cas, j'entendais le collègue français parler de Amphitryon. Et je me disais, mais moi qui connaissais bien Plaute et Molière, je me disais, mais non, ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que j'ai fait tout un détour par Lacan qui dit, il faut que nos femmes nous trempent de temps en temps avec Dieu, hein, parce que c'est vraiment l'absolu. Alors que là, quand même, il s'agit d'un viol, d'une femme qui se donne, pas qui se donne, non. Des fois, on a du mal à trouver les mots justes, c'est-à-dire que le violeur lui met le pistolet sur la tempe de son fils. Alors, quel mot? Elle accepte qu'il la viole pour sauver son enfant. Simplement, elle va détester cet enfant, qui était un Ali, comme le gendre du prophète, comme celui qui va donner le chiisme, donc c'est vraiment le 4e calife. Elle s'appelle Malika, en arabe ça veut dire la reine, et elle se trouve vraiment à être vraiment dans un vécu, mais de souffrance extrême. Et donc ça, c'était vraiment aussi l'histoire telle qu'elle a été racontée par la Syrienne, telle que moi je l'ai reçue, un peu oubliée, mais réactivée par les récits des femmes syriennes que je recevais. Et je me disais, dans 10 ans, dans 15 ans peut-être, je reprendrai ce livre-là avec aussi beaucoup plus de distance. Mais là, c'était un choix de ma part, ne pas parler des femmes qui ont subi des viols et qui m'en ont parlé pour les préserver. Alors, les enfants soldats, c'est vrai qu'il y a le Libéria. Et il y a 3 parties. Il y a ces enfants Ashbal Daesh. Alors Ashbal, ça veut dire le lionceau. Et donc on les appelle les lionceaux parce qu'un jour il va devenir le grand félin majestueux, le lion. Et donc c'est déjà comme un appât pour le narcissisme du petit garçon. Et donc ces garçons qui vont se trouver avant d'être endoctrinés, enlevés. Parce que quand Daesh a pris certaines régions, les mères ne pouvaient plus sortir, les femmes étaient interdites de sortir, et les enfants donc étaient vraiment des proies faciles. Et donc Daesh a fermé toutes les écoles, il a fait son école, et dans ces écoles, donc les films qui étaient projetés, c'était des films de décapitation, de cruauté et du sexe, et il donnait même de la drogue aux enfants. Et donc c'est pour ça que j'ai parlé de Alamout et donc de Hassan Sabbah qui a fondé l'ordre des assassins. Et effectivement, ça m'a ramené vers le Libéria, parce qu'il y a ce livre magnifique de Nkrumah,
Dieu n'est pas obligé, parce que tout ça pour dire, en fait, pourquoi Dieu n'est pas en fait obligé. Donc, et la troisième partie, c'est quand même les enfants pris par les talibans. C'est des proies sexuelles. C'est vraiment... les orphelinats de Kaboul sont devenus vraiment les lieux où les talibans vraiment se servent. Ils prennent ce qu'ils veulent, garçons comme filles, et même de préférence des fois des garçons, vraiment. Et donc, il y a... C'est vraiment, effectivement, des passages extrêmement difficiles, même pour moi, quand je les écrivais. Et je disais tout à l'heure que c'est la première fois que je donnais un texte, article ou un livre à un éditeur sans l'avoir relu. Je ne pouvais même pas le relire. Et après, j'ai relevé quelques erreurs, mais c'est vrai que je ne pouvais pas le relire. Et surtout, oui, comme vous le dites, vers la fin. Et même la conclusion, la conclusion, si les disparus revenaient, mais ça aussi c'est parce que c'est mon histoire et c'est le début du livre que je suis en train d'écrire. Parce que c'est mon histoire, parce que je suis la fille d'un disparu politique. Et donc je me disais, ces gens-là, ils ont combattu, c'était des gens, des lettrés, c'était des ouvriers, c'était des intellectuels. Toute la gauche arabe a été en fait écrasée par des dictateurs du monde arabe, mais aussi l'aide quand même des pouvoirs occidentaux. Enfin, quand par exemple au Maroc, Abdelkrim Khattabi a proclamé la République du Rif, il a combattu l'Espagne parce que c'était un protectorat espagnol. Il a failli gagner, mais la France a prêté main forte à l'Espagne et c'est comme ça qu'elle a empêché la naissance de la République au Maroc. Et donc, c'est des enjeux quand même stratégiques, politiques, etc. Et donc, il fallait en fait fabriquer avec tout ça. Avec ma sensibilité, je dirais. Et ça, je le dis plusieurs fois. C'est-à-dire que même par rapport au djihadisme, là, je me suis positionnée en tant que femme laïque arabe. Vraiment, c'est par rapport à la question du voile, par rapport à oui, de ce que vous avez soulevé, pas simplement la question du cannibalisme qui a été consommé. Enfin, c'est-à-dire que nous Arabes, on recevait des images, effectivement, d'hommes qui mangent le foie de l'autre. Et là, effectivement, Freud dit... il y a deux interdits qui peuvent être transgressés, le meurtre et l'inceste, mais l'humanité a renoncé au cannibalisme. Et là, on revoit le retour du cannibalisme. Donc, en fait, la Syrie, moi, je pense que c'est vraiment quelque chose de particulier. D'abord, ils sont revenus là, à l'âge de pierre. Et ça, vraiment, je le dis avec amertume, parce que avec l'Irak, avant même l'Égypte, ils étaient les premiers pays à entrer dans ce qu'on appelle la Renaissance arabe, c'est-à-dire juste après la chute du califat ottoman. C'était vraiment les premiers pays. Et en Irak, par exemple, le premier chef irakien qui a renversé le monarque hachimite, donc c'était le premier à vouloir moderniser le pays. C'était la première fois qu'on voyait une femme ministre, donc c'était dans les années 50 quand même, c'est-à-dire avant la France. Ben, il a été assassiné par Saddam, mais avec l'aide des États-Unis. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est-à-dire les enjeux stratégiques et politiques dans cette région. Et je comprends pourquoi la psychanalyste syrienne disait « mais ça peut nous arriver ». Et effectivement, c'est arrivé. Alors, par rapport aux migrants, ça fait penser à Claude Janin avec traumatisme infini, le traumatisme fini et traumatisme infini. Et ça m'a fait penser à Janine Altounian. D'ailleurs, j'ai écrit un texte pour l'effacement des lieux
oui, pour Oedipe à l'époque, mais il n'a pas été diffusé. Et Jeanine Altounian, dans l'effacement des lieux, commence vraiment avec une façon vraiment extrêmement forte, à savoir que lorsque elle parle des images des Syriens, ce qui lui rappelle que lorsque les Arméniens fuyaient, oui, non, mais ceux qui fuyaient, les rescapés, allaient en Syrie, étaient accueillis par des Syriens, cachés même par des Syriens au prix de leur vie. Et ça, elle rappelle ça, et on dit, mais vraiment, l'histoire. Et Jeanine Altounian dit plus que ça. Elle dit que lorsque les navires, enfin les bateaux d'Arméniens sont arrivés à Marseille, le maire de Marseille s'y est opposé en disant « mais ils nous apportent la peste et le choléra », en parlant des Arméniens. Donc on trouve aussi quelque chose comme ça au niveau de l'histoire, c'est-à-dire l'autre menaçant, l'autre migrant, l'autre qui va mobiliser aussi tous les fantasmes. Et voilà. Donc c'était, je crois que, ouais, ah oui, sur le meurtre, sur la question du meurtre. Alors d'habitude, je ne me flatte jamais, mais là, je me permets, je l'ai écrit quand même avant Hassoun, sur l'absence de meurtre. Freud l'avait écrit le premier. Oui, Freud l'a dit en premier. Oui, mais c'est très important, parce que... Non, mais je veux dire, non. Freud l'a écrit dans L'homme Moïse et la religion monothéiste. Et je me suis dit, waouh, quelle phrase poignante. Après, bon, les psychanalystes du monde arabe, moi je trouve qu'ils se sont mis dans une position plus défensive qu'autre chose, au lieu de voir effectivement, il y a un manque de meurtre en islam. Donc qu'en est-il de la culpabilité? C'est énorme quand même. Eh bien, on a essayé d'esquiver. Et pourquoi je suis sensible à cette question-là? C'est parce que, en fait, je trouve que Adonis est le premier à avoir, en tant que poète, soulevé cette question dans Al-Kitab. Et c'est pour ça qu'il dit, nous sommes tous des copies, parce qu'en fait, on n'a jamais admis la mort dans notre discours. Et donc, effectivement, il y a un manque, comme dit Freud, l'islam est une répétition du judaïsme avec un manque fondamental, à savoir le meurtre du fondateur. Et ça, c'est jusqu'à présent, c'est une piste qui n'a pas encore été explorée. Là, je pousse un étudiant à la travailler, cette piste-là, mais c'est vrai qu'il y a... Alors, Hassoun était, on va dire, le premier à s'en saisir par rapport à la question de la radicalisation. Mais je l'avais écrit déjà dans des articles... dont figure du féminin en islam et dont violence et islam, on revient beaucoup sur cette question du meurtre du fondateur. Et c'est une histoire épouvantable, celle de la mort de Mahomet. Épouvantable. Et même, on dit Al-Ummi, alors, qui a donné Al-Umma. C'est-à-dire, Al-Ummi, ça veut dire qu'il ne savait pas lire et écrire, que c'est Gabriel qui lui a, enfin l'ange Gabriel qui lui soufflait les versets, etc. Et que lui, et donc c'est en cela que le Coran est quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est une grande langue, alors elle est dite par un analphabète. Alors que le texte en fait dit, avant de mourir, il a demandé à faire son testament, et c'est là où la légende est née. Il est ummi, ça veut dire il ne sait pas lire et écrire. Mais l'islam, moi je trouve, c'est un sujet qui me passionne. Lorsque je prendrai ma retraite, je retournerai vraiment vers ces études-là de la religion musulmane, parce que c'est d'une complexité et une richesse, et je trouve que ça éclaire effectivement la guerre des frères aujourd'hui. Ça éclaire. Le père n'a pas été
sacrifié ou il n'est pas mort. Et même dire Dieu est un, il n'a pas engendré, il n'est pas engendré, ça c'est le verset coranique, mais ça met toute la question du totémisme en questionnement. Enfin, en tout cas, voilà, donc j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais vraiment, je vous conseille de lire Les femmes du prophète. C'est vraiment... il y a une histoire, comme je dis, je l'ai écrite en pleurant. C'est l'histoire de Maria la Copte. Et j'étais comme Diderot avec la religieuse qui écrivait en pleurant. Là, l'histoire de Maria la Copte, je pense qu'elle m'a bouleversée plus que les autres. Les autres, il y avait quand même sa fille, la juive. C'est-à-dire qu'il a décapité son père et son mari et il a couché avec elle le même jour. Donc ça, c'est ce qu'on lit dans l'histoire. Sa fille a... l'autre, il y a une que j'ai énormément aimée qui s'appelle Rayhana. Rayhana, qui, elle, le prophète lui aurait dit, mais lui a dit dans les textes, soit je t'épouse et tu deviens ma femme, soit tu restes une concubine. Et elle a choisi d'être concubine. Et je dis, comme ça, prise malgré elle, pour elle, c'était vraiment là sa liberté. Et elle a refusé de devenir l'épouse et de rester une concubine. Et après, donc, il y a d'autres femmes dont on n'a jamais parlé, comme Sajah. Et sur la couverture que vous verrez, il y a deux qui sont enlacées, c'est les femmes du prophète. Et en fait, en choisissant cette miniature persane, parce qu'il y a l'interdit de représentation en islam, sunnite, pas chiite quand même, les chiites ont continué à peindre. Et en fait, pour moi, c'était Sajah et Maslama. Alors, je vous raconte l'histoire, elle est magnifique. Maslama est quelqu'un qui a, alors, les textes arabes disent prétendu à la prophétie, c'est-à-dire qu'il s'est dit lui aussi prophète, et en fait, l'Arabie regorgeait de prophètes à l'époque. L'étude n'a jamais été faite pour savoir qu'est-ce qui a fait que c'est Mahomet qui a gagné. Il n'y a pas d'archéologie, il n'y a pas de mouvement de fouilles, etc., qui permettrait de savoir ce qui s'est passé dans cette partie de l'Arabie. On détruit aujourd'hui le Yémen, parce que aussi, c'est une partie dont dépendait la Mecque, parce que c'est le Yémen qui produisait industrie, agriculture, tissage, etc., enfin, Sanaa, Aden, toutes ces superbes villes. Et donc, ils étaient dans comment dire, ils étaient des producteurs alors que la Mecque était simplement consommatrice. Donc, d'où le sabotage du Yémen. Et puis aussi, c'était le premier christianisme. Et c'est là où était né ce prophète, enfin, c'est lui qui a dit qu'il était prophète et qui a épousé une prophétesse. Et c'était une histoire d'amour extraordinaire, d'une modernité mais sublime, on se croit dans un film hollywoodien, parce qu'elle était poétesse et prophétesse, il était poète et prophète, elle l'a épousé, mais elle a négocié pour son peuple des denrées, etc. Et à la fin, elle est restée avec son peuple. Ce n'était pas la femme du harem. Et donc, c'était à l'époque de Mahomet. Et ça, c'est vraiment une histoire qui a été après falsifiée, les traces complètement effacées. Et donc, la couverture, c'est cette femme avec son époux, donc une prophétesse et un prophète, une poétesse et un poète. Et je terminais par cette histoire-là.